Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints cet après-midi et rebonjour aux autres. On va ouvrir cet après-midi avec une table ronde qu'on a intitulée « L'emploi public à l'épreuve de l'IA ». Alors, pourquoi on l'a mis en ces termes? Parce que l'histoire des révolutions industrielles a montré que les technologies jouent un rôle ambivalent par rapport à l'emploi. Elles sont source de gains de productivité et de création de nouveaux emplois, mais en même temps, elles rendent certaines tâches obsolètes selon un processus économique qu'on appelle la destruction créatrice. On a donné trois objectifs, je dirais, à cette table ronde. D'abord, questionner les impacts de l'IA sur les métiers, les compétences et les activités au sein du service public. Quel avenir, au fond, pour le travail administratif dans un contexte de développement de ce type de technologie? Quels sont les métiers, les activités les plus à risque? Comment on les identifie? Quelles sont les conditions de redéploiement de la force de travail qui serait libérée par l'automatisation? Est-ce qu'on va les redéployer vers des tâches ou des activités plus complexes? Ensuite, un deuxième point qui nous a semblé important à aborder, c'est de regarder les potentialités et les risques que présente l'IA comme outil d'aide à la décision en matière de gestion des ressources humaines. Et donc, en matière de recrutement et d'appariement entre offres et demandes d'emploi, de personnalisation de l'accompagnement et des carrières, de personnalisation des plans de formation, de gestion des affectations, des mobilités, des transitions et des réinsertions professionnelles. Et enfin, le troisième temps qu'on souhaite aborder sera consacré à la problématique de l'acculturation. On en a déjà un petit peu parlé ce matin et évoqué ces questions-là, de l'acculturation des agents et des dirigeants publics aux outils et aux utilisations de l'intelligence artificielle. Ce sont donc des enjeux de formation qui sont au cœur de l'intégration de l'IA au sein de l'administration. Former à l'IA nécessite de s'interroger sur les manières d'organiser et d'adapter les compétences d'aujourd'hui présentes au sein de l'État, à la fois des directions numériques, mais aussi des agents publics non spécialisés, qui seront amenés à utiliser de l'IA avec des opérations spécifiques de calibrage, de maintenance, d'utilisation, de contrôle des machines, dans des processus de travail qui sont aujourd'hui parfois très ancrés, dans des cultures professionnelles très ancrées. Et en creux, évidemment, ce sont tous les enjeux évoqués aussi un petit peu déjà ce matin autour du thème de l'explicabilité, mais donc les enjeux d'acceptabilité de l'usage de l'IA dans le travail administratif qui se dessine. Je vous propose pour débuter cet échange, peut-être avec vous, Stijn Broeke, et avec vous, Yann Ferguson, après. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire ce que les travaux de recherche disent sur l'impact de l'IA sur les métiers? Est-ce qu'il y a déjà des impacts qui sont perceptibles? Et si oui, que perçoit-on de ces impacts? Et puis, selon ces travaux, quels sont les métiers qui sont les plus susceptibles d'être transformés ou de disparaître? Stijn, je vous propose de commencer. D'accord. C'est automatique, oui. Oui. Vous m'entendez, oui. D'accord. Bon, à l'OCDE, nos études sont assez macro, donc je vais essayer de donner une vue globale sur l'effet de l'IA sur le marché du travail. Je pense qu'il y a beaucoup de craintes, donc je vais essayer de rassurer les gens un peu. Quand on analyse l'impact de l'IA sur le marché du travail à l'OCDE, on regarde l'impact sur 3 dimensions. D'abord, 1, sur le nombre d'emplois, donc la quantité d'emplois. 2, sur la qualité des emplois. Et 3, l'impact sur l'inclusivité. Dans la pratique, quand on essaie de regarder le lien entre l'exposition à l'IA et l'impact sur l'emploi, jusqu'à présent, on voit très peu d'impact. Au fait, il n'y en a pas. Et même dans certains cas, on trouve une relation positive entre l'exposition à l'IA et la croissance en emploi. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de tâches qui vont disparaître ou qui ont déjà disparu. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a des emplois qui ne vont pas disparaître. Si, on voit, et ça va arriver, ou ça arrive déjà. Mais dans le global, on ne voit pas d'impact négatif. On voit même un léger impact positif
surtout des professions qui sont assez hautement qualifiées. Pourquoi? Parce qu'on pense que l'IA augmentera surtout ces personnes qui travaillent dans ces professions-là. L'IA aura un effet positif sur la productivité de ces personnes-là. Si ces personnes sont plus productives, il y aura aussi un impact sur la demande pour ce genre de travailleurs. Alors c'est surtout pour des travailleurs hautement qualifiés. Et donc je reviendrai sur ce point, le point de l'inclusivité. Mais sur l'impact sur l'emploi en global, je ne pense pas qu'on a de grandes craintes pour le moment. Deuxièmement, l'impact sur la qualité du travail. Alors là, on a fait des enquêtes en 2022 dans le secteur de l'industrie et le secteur des finances, dans 7 pays OCDE, y inclut la France. Et l'enquête a été faite parmi les travailleurs et les employeurs. Et les réponses des travailleurs nous ont surprises un peu parce que des travailleurs qui travaillaient avec l'IA étaient vraiment assez positifs sur l'impact de l'IA sur leur travail, sur leur productivité, sur la jouissance, le plaisir de travailler, mais aussi sur la sécurité et la santé au travail. Ça ne veut pas dire, de nouveau, que c'est une question noire et blanche. C'est vraiment une zone grise. On sait qu'il y a des grands risques quand on utilise l'IA au sein du travail, des risques de protection de données, des risques de transparence dans les décisions qui sont prises, l'explicabilité dans les décisions qui sont prises, des risques dans les biais, la discrimination. Et tout cela aussi peut avoir un effet négatif sur la qualité du travail. Une intensification aussi du travail qu'on a vu dans nos études. Certains travailleurs qui nous disent que leur travail est devenu beaucoup plus intensif et des employeurs qui nous disent que pour ces raisons-là, ils ont gardé certaines tâches routines pour justement permettre à ces travailleurs de prendre des petites pauses. Ou d'autres employeurs qui nous ont dit on a maintenant plus de pauses dans le travail pour justement permettre à ces gens-là de se reposer parce que l'IA a mené à une intensification du travail. Donc, des côtés positifs aussi bien que négatif. Finalement, sur l'inclusivité, j'ai déjà soulevé un risque, je pense, que l'IA pourrait augmenter les différences entre les travailleurs plus qualifiés et moins qualifiés dans le marché du travail. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'opportunités pour les travailleurs qualifiés que pour les travailleurs moins qualifiés. Mais il y a peut-être aussi, au sein, par exemple, de certains métiers, des opportunités. On a vu quelques études, surtout aux États-Unis, qui ont démontré que l'IA peut, surtout pour les travailleurs les moins productifs, augmenter leur productivité, diminuer les différences de productivité entre travailleurs, ce qui pourrait avoir un impact aussi sur les différences en salaire au sein de certains métiers. Autre opportunité, par exemple, pour des travailleurs avec handicap. Il y a déjà beaucoup de solutions basées sur l'IA qui existent, qui permettent à des travailleurs avec des handicaps de surmonter certaines barrières que ces personnes-là avaient dans le passé pour participer dans le marché du travail. On s'est dit, oui, il existe les études de l'OCDE et il existe d'autres études, mais celles de l'OCDE font référence avec cette vision macro et peut-être que nous, ce qu'on pourrait apporter, c'est une vision très micro, justement. Et donc, ce que l'on a fait, c'est plutôt essayer d'aller sur les lieux de travail où effectivement sont mises en œuvre des solutions à base d'intelligence artificielle qui sont parfois en phase d'expérimentation, parfois sont déjà déployées, produites, ce qui est beaucoup plus rare, hein, je vais y revenir, pour aller regarder l'ensemble de l'écosystème d'un projet, de celui qui décide d'introduire l'IA dans une activité à celui qui n'a rien décidé mais qui voit son métier transformé par le fait qu'il doit utiliser l'intelligence artificielle. La première chose qu'il faut bien entendre, c'est que si la discussion, et c'est normal, qui nous anime, c'est comment l'IA transforme le travail, aujourd'hui, ce que l'on observe, pardonnez-moi, c'est plutôt comment le travail transforme l'IA. C'est-à-dire qu'on a des solutions, par exemple une solution qui est capable par la vision, d'identifier des défauts sur des pièces de voiture. Donc ça, on a une solution, on l'a entraînée. Et elle arrive à un certain niveau de performance. Donc on se dit, c'est intéressant d'aller la déployer sur le lieu de travail. Mais là, ce sont d'autres questions qui sont soulevées. C'est-à-dire que le lieu de travail, c'est des humains, ce sont des processus, ce sont des organisations. Et là, à mesure qu'on commence à mieux considérer
toutes ces dimensions qui constituent le travail, eh bien, on se rend compte qu'il faut revenir sur la phase de l'outil. C'est-à-dire qu'on avait bien une performance, mais on n'a pas encore un outil que l'on peut intégrer dans un environnement de travail. Donc actuellement, la majorité des situations que j'observe, c'est soit on a obtenu dans la phase d'expérimentation une belle performance, donc KPI atteint, mais on se dit, mais alors on ne sait pas du tout comment on peut l'intégrer. Soit on est dans la situation où on se dit, voilà, maintenant on va y aller et on va l'intégrer. Et ce qui commence à arriver, c'est une forme de maturité chez les organisations qui ont un peu d'expérience, c'est de dire, ces enjeux-là, on va les considérer avant. Le plus tôt possible, et notamment on va embarquer dès la phase d'idéation les futurs utilisateurs qui sont pour moi pas des utilisateurs qui doivent adopter une solution, mais des travailleurs qui doivent s'approprier une solution. Quand on parle d'utilisateurs, on a l'impression qu'ils sont un peu passifs, et que quand on parle adoption, on se dit on va un peu les convaincre, on va les former, etc. Non, l'appropriation, c'est un professionnel qui dit c'est mon outil. Voilà, c'est mon outil de travail, comme on le dit. Et là, c'est un enjeu qui est beaucoup plus long que la performance technique. Voilà. Donc c'est ça que l'on observe. Ensuite, évidemment, on a des sujets typiques pour essayer d'évaluer une expérience de travail qu'on n'a pas réinventé, mais on regarde comment l'IA les actualise. Par exemple, dans quelle mesure l'intégration d'un outil à base d'IA trouble l'expression de la reconnaissance du travailleur. Voilà. Un travailleur s'est construit autour d'une certaine expérience, autour de certaines compétences. Il en tire un certain nombre de reconnaissance. Et derrière, à partir du moment où, comme tu l'as dit, peut-être les performances sont moyennisées ou sont plus proches, c'est-à-dire on débute sur un travail et puis en fait on a une accélération de la courbe de performance. Dans quelle mesure le travailleur expérimenté peut se sentir fragilisé par ces nouveaux combos junior IA qui très vite semblent être en capacité de tutoyer leur performance, pas de l'égaler, mais de la tutoyer, et puis tout ça égal par ailleurs avec peut-être des rémunérations plus faibles, etc. quand on débute dans un métier. Donc là, on peut avoir un sujet. Quid de la reconnaissance? Quel est mon résultat? Qu'est-ce qui permet de dire ça, c'est toi qui l'as fait? Notamment, par exemple, lorsque le travail évolue de producteur vers éditeur. Je suis moins en train de faire, je suis plus en train de superviser la machine qui fait. Et donc là, le rapport à l'objet du travail évolue. Et donc, la visibilité subjective et objective, c'est-à-dire ma compréhension de ce que j'apporte et la compréhension du point de vue du manager de ce que j'apporte, est troublée. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, mais pour l'instant, il peut y avoir une inquiétude sur ce sujet-là. Il peut y aussi y avoir des sujets autour des relations humaines au travail. Dans quelle mesure l'introduction d'un système d'intelligence artificielle dans un métier amène à ce qu'on traite une tâche d'une façon où on remplace la coopération avec le collègue par une coopération homme-machine. On parle beaucoup de la coopération homme-machine dans l'IA ou de l'interaction homme-machine. Eh bien, les travaux et nos travaux sur les usages de l'IA montrent que parfois, on va plus solliciter la supervision de l'IA sur son travail que la supervision de son collègue. Lorsqu'on a produit un document, plutôt que de dire au collègue qu'est-ce que tu en penses, eh bien on va l'envoyer dans un système d'IA et lui dire est-ce que tu peux me l'analyser avec tel critère, tel critère. Et donc là, quelque part, on a une coopération sociale qui, petit à petit, peut être un peu atomisée par des coopérations homme-machine. Dernier exemple, la question de l'autonomie dans le travail. Voilà, l'autonomie dans le travail, c'est essentiel. Toutes les études montrent que c'est la valeur par laquelle les gens expriment le caractère, la justice dans leur travail. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'un travail juste, c'est un travail qui leur confère une certaine autonomie pour s'engager dans la tâche. Et à partir du moment où vous avez des systèmes d'IA qui ne disent pas forcément comme un GPS fait ci, fait ça. Ça existe, mais les gens sont pas fous, ils produisent pas ce genre de choses. Mais envoient des notifications, des petites alertes, proposent des remédiations, etc. Le manager a beau dire mais tu es libre de le suivre comme tu veux, etc. Dans les faits, ça change un peu le rapport que l'on peut avoir. Donc tout ça, ce sont des situations qu'on a observées, qui ne permettent pas de dire que c'est ça qui va se déployer massivement et que l'IA c'est mal, etc. Que l'IA il faut surtout pas le faire mais ça montre qu'il y a des sujets
qui existaient sur les autres technologies, qui se réactualisent à travers l'IA et qu'il faut pouvoir suivre pour que les projets d'IA n'aient pas une casse sociale trop élevée. Là, je suis pas en train de parler de la destruction de l'emploi, je suis en train plutôt de parler de la qualité du travail et de l'expérience sensible que l'on a au travail. Dans les sociétés modernes, le travail est supposé nous apporter encore deux choses. Une dignité matérielle, bien vivre de son travail, et si possible vivre mieux en mieux de son travail. On ne cherche pas que seulement à bien vivre, mais à vivre de mieux en mieux. Et ce que j'appelle une dignité spirituelle, c'est-à-dire un travail qui a du sens par lequel je me réalise. Et donc nous, ces deux grandes questions sont celles qui nous animent lorsque on étudie une solution à base d'IA dans un environnement de travail. Merci. Santes Karaoui, pour qu'on s'ancre encore plus dans le réel, est-ce que vous pouvez nous décrire les usages de l'IA au sein des douanes ? Les impacts potentiels sur le métier des douaniers ou d'autres métiers d'ailleurs qui seraient concernés. Et est-ce que dans ce que vous observez, dans l'usage quotidien de l'IA, il y a déjà des effets sur des tâches particulières qui étaient effectuées auparavant et sur les activités des douaniers ? Les premiers cas d'usage de data mining en douane datent de 2016. L'expérimentation, à l'époque, l'idée c'était de dire tout simplement de manière hyper pragmatique, je vais mettre un data scientist juste à côté dans le même bureau que l'analyste. Ça partait aussi du postulat que le métier du douanier, tout d'abord, c'est un métier qui est très ancré dans la data et généralement, on a un enjeu à bien comprendre nos bases de données, que ce soit des bases de données déclaratives ou des bases de données contentieuses, et d'essayer d'en tirer un maximum d'informations. Donc ces expérimentations-là ont commencé de manière assez in situ, avec le data scientist qui manipulait des algorithmes, des systèmes d'IA de première génération, avec des algorithmes type Random Forest assez classiques qui ont démontré assez rapidement l'utilité de ce type de configuration. Petit à petit, l'orientation au sein de la Direction générale des douanes, c'était de dire on va prendre cette expérimentation, on va essayer de la généraliser au sein de l'ensemble des métiers pour mettre au service de l'ensemble des métiers de la douane des compétences de data science et des compétences de data analyse. Donc la douane s'est organisée en programme de transformation numérique qui est organisé en méthode agile à l'échelle. Pourquoi j'en parle ? C'est tout simplement, c'est très très important dans le volet de la construction du cas d'usage du produit, mais également dans l'embarquement des métiers. Donc je rejoins les propos de Yann. Le fait que les métiers contribuent à la construction de l'outil, que ce soit une intelligence artificielle de première génération ou une intelligence artificielle générative comme on le fait aujourd'hui, en fait, l'appropriation, elle est faite par nature. Et donc, l'agent, que ce soit un analyste ou un agent d'un bureau réglementaire, se sent en maîtrise de son périmètre et devient plutôt un promoteur de l'outil. Donc, l'outil n'est pas subi dans son quotidien, il a participé au build et il participe au run du produit. Donc ça, c'est assez important pour nous. On continue à vraiment se battre pour maintenir ces cycles de production itérative sur des cycles assez courts qui permettent de démontrer assez rapidement des résultats et qui permettent de garder le métier, l'utilisateur final dans la boucle de construction et pendant tout le cycle de vie du produit. C'est pas simple. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la sphère, en tout cas en ce qui concerne notre administration, la sphère des systèmes d'information, c'est plutôt une sphère qui est chargée de la production quotidienne, qui a une certaine méthode de travail, qui est plutôt organisée en gestion de projet cycle en V. Et donc, on vient percuter des usages, des organisations existantes. Et tout l'enjeu, c'est de trouver un modèle hybride qui permet à la fois d'aller vers des résultats assez rapidement, de garder l'analyste ou le douanier du terrain dans la boucle de conception, mais en s'intégrant dans la gestion d'un ASI classique, parce que c'est à travers ces processus d'industrialisation qu'on est en capacité de contrôler
je pèse mes mots, hein, contrôler l'IA, c'est plutôt assurer une traçabilité, s'assurer que les KPI qui sont utilisés lors du build, elles continuent à être monitorées lors du run. C'est un chantier. Honnêtement, en toute transparence, on a encore du travail à faire. C'est pas forcément des sujets simples. Ça veut aussi dire d'être en capacité de maintenir l'ensemble de la stack technique. Pour une petite administration comme la nôtre, c'est un défi de ressources, de compétences, et aussi un défi de moyens, parce que ça coûte assez cher de maintenir une IaaS on-premise. Voilà, dans les grandes lignes, ce que j'avais à dire. C'est vrai que c'est une vision plutôt opérationnelle. Hein. Oui, mais c'est ça qui est intéressant, justement. Alors, Marius Bertolucci, quand même, on sait que l'IA va agir sur la place du travail dans nos sociétés. Ça, c'est quand même acquis. Alors, soit en libérant du temps pour des tâches plus complexes, soit à l'autre bout du spectre, en créant potentiellement du chômage de masse. Selon vous, quelles sont les perspectives possibles en la matière, et est-ce que vous pensez qu'on est à l'aube d'une forme de remise en cause des relations de travail telles qu'on les a connues jusqu'à aujourd'hui ? Vous parlez de remise en cause des relations de travail, oui, et ce n'est plus de la perspective désormais, c'est de l'adaptation. J'ai 2 grands arguments à évoquer à ce propos. Un, l'IA, ça sert exactement à remplacer les emplois. C'est de l'automatisation, hein, c'est rien de nouveau en la matière. Et de 2, on n'attend pas qu'une IA fonctionne pour l'utiliser. Alors là, je vais égrener différents exemples durant mes différentes prises de parole. Sans quoi on n'aurait pas de police prédictive, qui scientifiquement n'ont aucun sens. On pourrions élargir la liste, mais des catastrophes. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est certainement la plus terrible, mais le gouvernement des Pays-Bas en 2021, il tombe du fait d'un scandale d'usage d'algorithmes pour traquer les fraudeurs de l'allocation familiale. Voilà, de 2013 à 2019. Résultat, 30 000 familles endettées, 2090 enfants retirent leur famille. Alors, à chaque fois que j'évoque ce cas-là, c'est pour m'effrayer. Hein. Qui était au courant de ce cas-là? Est-ce que vous pouvez lever la main? C'est vraiment pour que je prenne... Je vous remercie. Alors, c'est plus que d'habitude. Habituellement, on a 10%, on en a un petit peu plus, mais vous voyez, c'est des cas pourtant vraiment très importants. C'est dommage qu'on n'en parle pas beaucoup plus. Alors, pour être un peu plus drôle, il y a la mairie de New York, là, avec de l'IA générative, ils utilisent un agent conversationnel qui est censé aider les entrepreneurs, mais bon, le truc vous dit de frauder la loi. Bon. Là, le problème, c'est pas tant l'IA, c'est qu'on a des gens très idiots qui utilisent des systèmes sans s'intéresser sérieusement à la question. Bon. Je veux pas être méchant avec ici GPT d'ici les Moulineaux. Je vous invite à lire le très bon numéro d'Acteur Public spécial sur l'IA, qui est en ligne, qui est gratuit, 50 pages, assez intéressant en la matière. Bon. Alors, mais comme on est à Bercy, on va consommer local. Je prends Foncier Innovant pour détecter les piscines. Dans les contrats de transformation, ils sont en ligne. Hein. Merci Acteur Public et Émile Marsolf d'avoir fait appel à la CADA pour qu'on ait accès à ça. Il écrit noir sur blanc que l'objectif est la suppression de 300 postes, soit 7% des effectifs. Donc c'est écrit noir sur blanc. Mais mon préféré, moi, c'est l'éducation nationale. Alors là, c'était Coquerel qui avait levé le lièvre. 1 millier de postes d'assistants d'éducation qui sont supprimés en 2024, et en même temps, appel d'offres pour des assistants pédagogiques par IA. Donc là, on est en plein chassé-croisé, on est en plein dedans. Mais alors, je n'aime que les faits, les études et les chiffres, mais votre question m'invite à prendre un peu de hauteur, et donc je le fais immédiatement. Il y a 2 grands scénarios. Soit le crépuscule de la civilisation des Lumières. Vous avez Henri Kissinger, beaucoup de grands noms de l'IA qui vont dans cette direction-là. Ou en face, il y a Yann Lequin, qui me semble-t-il est un peu tout seul en la matière, qui voit une nouvelle renaissance. Bon, je tiens à rappeler qu'Yann Lequin, il travaille chez Meta, donc l'écouter, c'est comme écouter Philippe Maurice sur le danger du tabac. Moi, personnellement, ça me gêne. Mais bon, je sais qu'on fait des commissions dans ce pays avec ces acteurs-là, donc en termes de conflit d'intérêts, ça pose question. Alors du côté du crépuscule, qu'est-ce qu'on voit? Un retour vers un modèle analogue à l'ancien régime. Accroissement des inégalités. Bon, on n'avait pas attendu l'IA pour ça, mais là, on a mis la seconde. Captation de l'attention des travailleurs zombies, appauvrissement des esprits engendrés par l'addiction aux écrans. TikTok, Metaverse, Snapchat, bon, tout genre de bêtises, avec son lot d'égo-portraits faits sur des téléphones intelligents. Et en face, une noblesse de l'algorithme. Bon, le philosophe Jacques Ellul parlait, lui, d'aristocratie technicienne. Alors, concernant les nouvelles lumières, malheureusement, ce n'est pas nos politiques qui les proposent. Hein. Sam Altman, le revenu universel, il a déjà commencé avec son projet WorldCon. Bon. La réduction du temps de travail, oui. L'enrichissement de l'éducation pour offrir aux individus du temps, des capacités pour embrasser des activités nobles, épanouissantes, art, nature, amour, philosophie. Mais le problème, c'est que nous sommes des adorateurs du travail. Hannah Arendt écrivait « Travailler, c'est l'asservissement à la nécessité ». Donc, si on se libère du travail, mais tant mieux, car depuis quand le travail est une chose bonne? Alors, je ne sais pas, ça c'est le mensonge de la société industrielle. Vous ne faites pas avoir. Hannah Arendt écrivait que l'automatisation viderait les usines. Applaudissez Hannah Arendt. Mais paradoxalement, c'est une calamité. Pourquoi? Arendt a raison, me semble-t-il, quand elle dit que la société n'est plus qu'une société de travailleurs.
incapables d'aspirer à des activités plus hautes, spirituelles, politiques, artistiques. D'où sa sentence célèbre, qui me semble-t-il est d'une actualité absolue. Ce que nous avons devant nous, c'est la perspective d'une société de travailleurs sans travail, c'est-à-dire privés de la seule activité qui leur reste. On ne peut rien imaginer de pire. Bon. J'ajouterais que ce que nous appelons aujourd'hui du temps libre, pour ma part, je constate qu'il est absorbé par les écrans. Et donc, c'est la continuation du temps de travail par d'autres moyens. Qu'on appelle le capitalisme de surveillance pulsionnelle, de l'attention. Ou alors, là, c'est mon concept du CYBCOG, contraction de Cybernetic Cognition. Parce que ce capitalisme-là, pour vous faire accepter ces conditions de travail, de production, il faut qu'il vous diminue dans vos corps et dans vos psychés. Parce que prendre les 15 heures d'écran par jour ou 10 heures, 3-4 heures de TikTok, vraiment, il faut les encaisser. Hein. Faites la tentative. J'ai essayé, c'est pas facile. Parce que le capitalisme classique de production avait besoin de corps puissants. Stakhanov. Mais là, il a été remplacé par cette feignasse d'Oblomov. En gros, il faut qu'on reste sur nos écrans à produire dans nos canapés. Et l'exemple de cela, vous allez dire, mais non, mais on ne travaille pas. Et pourtant, si. Je terminerai avec ça. WhatsApp, 55 employés, rachetés 19 milliards par Facebook. Pourquoi? Parce que c'est nous les producteurs. Ce n'est pas les 55 personnes, là. Et c'est qu'un exemple. Hein. Je peux parler d'Instagram, de YouTube et de tutti quanti. Et donc, pour terminer avec ça, il faut bien voir que si la santé mentale est en train de se détériorer, notamment chez nos plus jeunes, c'est parce que de la même manière que Charlie Chaplin dans l'usine travaillait, devenait un rouage, était broyé dans son corps et dans sa psyché, désormais c'est nous tous qui travaillons. Donc attention, derrière le temps libre, dans les faits, c'est pas du temps libre. C'est faux. C'est ça que, et là vraiment en dernière phrase, pour ma part, en étant très français, en aimant l'État, j'en appelle à la création d'un ministère du temps libre. Alors c'est pas nouveau, vous me direz, on l'a fait en 36, en 81. Pourquoi? Pour lutter contre la mise au pas et la mise au travail de toute la population par les géants de la tech. Je vous remercie. Merci. Merci. Alors, on va revenir à quelque chose d'un petit peu plus terre-à-terre, qui est l'IA comme outil d'aide à la décision pour la gestion des ressources humaines publiques. Et donc, je m'adresse à vous, Yann Ferguson, et puis peut-être Stinge Broek derrière. Pour quelles tâches de GRH, recrutement, gestion de la paye, etc., l'IA est-elle déjà utilisée aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des expérimentations, des cas d'usage qui seraient intéressants d'évoquer pour voir comment ça fonctionne déjà, dans quels termes les choses sont utilisées? Alors effectivement, les développeurs de solutions IA sont très créatifs sur la question des GRH. Pour moi, il y a deux grandes familles. Hein. Il y a celles qui essaient plutôt d'optimiser des processus existants. Hein. Donc là, on va aller vers des systèmes d'IA pour de la planification, pour essayer d'analyser des données dans les entretiens annuels, etc. Donc des choses en fait que l'on fait, mais qu'on essaie de faire mieux avec l'IA. Comment, par exemple, on peut aussi aider les gens à réfléchir sur leur évolution à l'intérieur de leur entreprise ou de leur organisation à partir des soft skills. Voilà, il y a eu des solutions d'IA comme ça qui se basent sur un ensemble d'exercices ou de questionnaires où on répertorie un peu ces expériences et la difficulté que l'on a parfois lorsque on fait un métier qui ne nous intéresse plus ou tel qu'il a évolué nous intéresse plus, on se dit je ne sais faire que ça. Voilà. Alors qu'en fait, on sait faire plein d'autres choses et notamment, on a des compétences transverses qui permettent de pivoter plus facilement vers certaines catégories de métiers qu'on ne connaît pas forcément et auxquelles on ne penserait pas. Et donc là, l'idée, c'était de développer des solutions qui créent une interaction pour aller chercher ces expériences. Et l'idée, c'est que derrière, l'outil est en capacité de faire un certain nombre de propositions, non pas basées sur les hard skills, hein, les compétences verticales, métiers, techniques, mais plutôt les compétences transversales. Donc ça, ce sont des choses qui ne sont pas révolutionnaires par rapport à la problématique que ça adresse, mais on essaie de voir comment l'IA peut venir la rendre plus efficace. Une autre tendance, hein, c'est plutôt de donner des nouveaux pouvoirs au RH. Hein. Par exemple, des pouvoirs de prédiction. Voilà. Il y a des solutions d'IA qui sont en train de se développer dans le public et dans le privé pour prédire les démissions des collaborateurs.
Voilà. Donc ça, c'est un nouveau pouvoir. Je ne dis pas que de temps en temps, quand vous croisez un collègue, que vous lui parlez, vous dites « Oh, celui-là ne va pas rester longtemps ». Mais là, on est en train vraiment de créer ça à l'échelle plus, je dirais, industrielle, entre guillemets. Hein. Donc, vous avez des RH et des managers qui peuvent recevoir comme ça une prédiction en disant « Voilà, ce collaborateur est susceptible de démissionner ». Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, les fournisseurs proposent des remédiations et évaluent l'impact de la remédiation proposée sur la prédiction. Par exemple, ce collaborateur a 40% de chances de démissionner dans les 4 mois, mais si vous avez un entretien avec lui pour savoir comment il va, c'est tout bête, hein, mais on oublie, eh bien, la prédiction va diminuer. Mais en fait, le mécanisme le plus performant pour réduire la prédiction de démission, selon ce système, c'est le changement de manager. Donc, quand vous êtes vous-même le manager de cette personne, vous êtes un peu embêté. Voilà. Bon, donc tout ça, évidemment, est à l'échelle encore de réflexion, développement. Il y a des solutions qui sont commercialisées, mais comme l'a dit Marius, et je peux le rejoindre là-dessus, il y a des choses qui sont commercialisées, mais qui ne sont pas abouties. Alors, c'est toute la question de l'innovation. Hein. On oublie qu'on utilise beaucoup de technologies qui, à un moment, sont arrivées sur des marchés pas aboutis. Il y en a même qui ont tué des gens. Moi, je viens de Toulouse, donc dans l'aéronautique, on a un musée des pionniers de l'aéronautique, et il y a des pionniers de l'aéronautique qui sont morts parce que leur avion, à un moment, a eu un problème et que l'industrie n'était pas mature. À la différence près qu'on veut bien, que Saint-Exupéry prenne les risques pour nous, mais là, c'est nous qui avons l'impression d'être les cobayes. Donc ça change un petit peu. Mais dans les faits, l'innovation a toujours fonctionné à un moment avec la mise sur le marché de choses peu abouties et avec effectivement des réussites et des échecs. Voilà. Ça, c'est pas nouveau. Ce qui est peut-être nouveau, c'est notre capacité à accepter cette situation-là. Donc ça, c'est des choses que l'on voit, qui posent des questions, hein, d'ailleurs, sur qu'est-ce qu'on fait. On a un nouveau pouvoir, on peut prédire la démission d'un collaborateur, on peut mieux identifier le risque pour nos top 10% talents. Vous savez, les entreprises, ils classent un peu les gens sur l'échelle des talents. Et dans toutes les entreprises, il y a un vivier qu'on chérit parce qu'on les a identifiés comme des forts potentiels. Et ces forts potentiels, ils ont souvent certains égards, comme par exemple des learning expéditions avec des gens inspirants, comme des propositions régulières pour avoir des projets à l'intérieur, une mission à l'étranger, etc. Vous avez des systèmes d'IA qui suivent, qui traquent un peu ce top 10% et qui, lorsqu'ils voient une opportunité qui manque un peu sur son CV à l'intérieur de l'entreprise, eh bien, va lui pousser une opportunité dans l'entreprise. Alors évidemment, si vous faites partie du top 10%, c'est génial. Quand vous n'êtes pas partie, vous vous dites peut-être qu'il y a une injustice quelque part mais elle était déjà là, mais l'IA finalement quelque part l'industrialise, cette injustice. Donc on voit bien qu'il y a une très grande créativité. Hier, pour vous dire, j'étais dans un jury pour des solutions IA pour les RH. Et j'espère que personne n'a participé parce que le résultat est sous embargo. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu un peu ces catégories, on va dire l'Everyday AI, celle qui améliore un peu l'existant, et la Game Changing AI, celle qui, waouh, vous donne un truc que vous ne pouvez pas faire. Et on était un peu deux profils tech. Il y avait quelqu'un qui était vraiment un développeur. Et puis moi, INRIA, on m'assimile un peu à la tech. Et tous les autres, c'était des RH. Et en fait, l'application qui va gagner, elle aurait pu être développée dans les années 80. C'est de l'IA dite symbolique à base de règles. Tous les autres, ils sont sur de la data, des réseaux de neurones profonds et tout. Incroyable. L'autre, c'est des règles. Mais tous les RH étaient là, d'accord pour dire que, d'une part, il y avait un vrai besoin RH qui était adressé, tel que dans le monde qu'ils connaissaient, alors que les super pouvoirs, ça leur faisait un peu peur. Et par ailleurs, la solution était rassurante parce qu'elle était explicable, parce qu'elle était frugale, on pouvait l'installer en local, il n'y avait pas besoin de changer tout, il n'y avait pas besoin d'être data-centré, comme on dit, de faire une organisation data-centrée. Non, c'était un petit programme. Et par ailleurs, par contre, le problème que ça a adressé était d'une grande modernité. Alors, je ne peux pas aller trop loin, mais pour ne pas dévoyer le concours, mais en fait, il avait une manière de rendre les employés acteurs de leur activité qui était très moderne pour le coup.
Voilà. Et donc, il y avait une très grande modernité sociale, mais une forme quand même de ringardise technologique. Donc on voit bien que c'est assez significatif de ce que je disais tout à l'heure sur la façon dont la technique, elle avance très vite, mais dès qu'on va vers la réalité du monde social, du monde du travail, eh bien ça ralentit, et presque c'est normal, parce que le monde humain a ses propres inerties que l'on a tendance à stigmatiser, mais qui en fait sont liées à notre rythme. Voilà, nous avons des rythmes collectifs, des rythmes personnels, et les brutaliser, quelque part, c'est risquer de la casse. Alors, pour ceux qui sont dans la tech, ça va passer vite. Pour ceux qui sont anti-tech, ça va trop vite. On doit trouver un rythme commun. Je pense qu'une des grandes tendances qu'on va voir dans les années qui viennent, je dis tendance, mais attendez, c'est pas une tendance, c'est la question de la gestion algorithmique. Donc la gestion algorithmique, c'est quoi? C'est l'automatisation de tâches de gestion. À l'OCDE, on les divise en 3 tâches à peu près. Les tâches donc donner des instructions aux travailleurs. Deuxièmement, suivre les travailleurs ou les surveiller. Et troisièmement, les évaluer. Alors nous, à l'OCDE, on a décidé de faire une autre enquête. Pas des travailleurs, mais de gestionnaires dans les entreprises, pas dans le top, mais vraiment des gens qui supervisent des personnes. Pour compléter un peu cette étude européenne, qui d'ailleurs l'année prochaine sera faite dans tous les pays européens. Donc on aura des données pour tous les pays européens. Donc nous, le problème avec une enquête des travailleurs, c'est que les travailleurs ne sont pas toujours conscients que ces programmes, ces algorithmes sont utilisés par leurs entreprises. Donc nous, l'idée, c'était on va rapprocher les gestionnaires, on va leur poser la question sur ce type d'IA ou d'autres algorithmes, c'est pas que l'IA. Et ce qu'on a trouvé, c'est que c'est pas une question de future work, de l'avenir, c'est quelque chose en fait qui est déjà la norme. Ce genre de programmes, ce genre d'outils sont déjà utilisés dans la plupart des entreprises. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des grandes différences entre les pays. Donc pour vous dire, on a fait l'étude aux États-Unis, puis en Espagne, France, Italie, Allemagne et au Japon. Et de loin, le pays qui utilise ce genre d'outils le plus, devinez-le, c'est les États-Unis, sans aucune surprise. De l'autre côté, on voit le Japon, où on a très peu d'utilisation de ce genre d'outils, et un collègue japonais qui m'a raconté que c'est peut-être parce qu'au Japon, on fait très attention en ce qui concerne la gestion, surtout parce que même en japonais, il y a un mot pour suicide au travail. Donc on fait très attention avec ce genre d'outils. Et au milieu, il y a tous les pays européens, un peu plus la France et l'Allemagne, et puis un peu moins l'Italie et l'Espagne. Donc tout ça pour dire que ces outils sont déjà utilisés. Alors parfois, ces outils sont assez simples. C'est simplement une allocation de tâches, par exemple, qui est assez commun déjà, ou suivre l'emploi de temps des personnes alloquées. Ça existe déjà, et c'est un peu neutre. Ça pourrait être neutre. Attention, c'est pas toujours neutre, mais ça pourrait être plutôt neutre. Après, il y a des applications un peu plus intrusives, ou même beaucoup plus intrusives, où on suit, par exemple, on suit les mails que les gens écrivent, où on enregistre les coups de téléphone, on suit les personnes même quand ils quittent l'entreprise. Ça, c'est moins utilisé, mais déjà dans certaines entreprises, et surtout aux États-Unis, on l'utilise aussi. Alors, pas tout est négatif, parce que les gestionnaires nous disent que ça améliore les décisions qu'ils prennent. La qualité des décisions, la rapidité, l'objectivité, etc. Mais ils nous disent aussi qu'ils ont des soucis parfois sur les règles qu'il y a au sein de l'entreprise qui gèrent l'utilisation de ces outils. Et ils ont des craintes sur l'effet que ces outils ont sur la santé des travailleurs, sur la discrimination aussi, tous les risques qu'on connaît déjà. Finalement, dernier mot, à la fin de l'enquête, on a posé une question sur l'utilisation de ces outils dans le recrutement. Parce que là, moi, j'avais l'impression que c'était quelque chose dont on a parlé, c'est des outils qui existent déjà et qui ne sont pas toujours prêts à être utilisés, mais qui sont déjà vendus et qu'on utilise déjà dans le recrutement. Et dans les ressources humaines, parfois, on n'a pas toujours conscience des limites, des risques de ce genre d'outils.
Et de nouveau, là, on voit que ces outils sont déjà utilisés, je dirais pas dans la majorité des entreprises, mais dans une grande minorité des entreprises. Parfois, c'est pour, par exemple, rédiger les notices de vacature. Parfois, c'est pour faire des entretiens, même parfois pour décider qui est choisi et qui n'est pas choisi. Donc voilà, pour dire, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose auquel, au final, on n'est pas entièrement prêt. Parce que quand on regarde la législation qu'on a en place en ce moment, il y a beaucoup de trous. Et je pense que c'est des trous qu'il faut remplir rapidement. Parce qu'il y a des risques très réels pour les travailleurs. Si le management a fait l'objet d'une abondante littérature, de nombreuses définitions, à minima, on s'accordait sur le fait que c'était des relations humaines. Bon, tout ça, c'est fini. Je prends le cas d'Amazon, on va aller directement dans le dur. Par exemple, ils recrutent, contrôlent, licencient par algorithme. On s'est rendu compte dans l'entrepôt de Baltimore que 12% des effectifs avaient été licenciés en une année uniquement par algorithme. Et il y a une journaliste qui est en immersion qui a pu montrer cela. Et en termes d'effet, ça produit quoi ? Ça produit que les individus, par peur de perdre leur taux de productivité, ils ne vont plus aux toilettes. Parce que c'est compliqué de discuter avec une machine. Hors les murs, vous avez l'IA Mentor. J'ai entendu ce matin qu'on utilise une également pour former. Alors, je ne les connais pas très bien dans le public. Alors, Mentor, là, vous allez voir, on est quand même très loin chez Amazon. Mentor, c'est quand même celui à qui Ulysse confie son fils pendant son périple. Souvent, les noms utilisés pour les IA sont assez terrible. Hein. Comme pour le plaisir, mais l'IA Midas, c'est celle qu'avait utilisé l'État du Michigan pour traquer les fraudeurs aux allocations chômage. 30 000 familles endettées, scandale d'État. Bon, Midas, comment on appelle ça Midas ? Il faut vraiment être d'une inculture crasse ou être très méchant. On peut être les deux. Donc l'IA Mentor qui sert à contrôler les chauffeurs, mais là aussi ça marche très mal. Typiquement, les chauffeurs ils disent que quand ils passent sur une bosse avec leur véhicule, l'application l'IA qui est derrière, elle croit que le chauffeur utilise son téléphone et donc vous prenez des pénalités ou autres. Bon. Et j'ai lu hier dans la presse que là, Amazon, pour les 100 derniers mètres, ils ont prévu d'avoir des lunettes de réalité augmentée pour diriger, piloter les êtres humains. Voilà où on en est pour gagner quelques secondes. Mais on va aller plus loin encore. L'IA pour gérer les émotions en fonction du niveau de sourire. Alors là, on est au Japon. Il y a une chaîne de magasins qui utilise Monsieur Sourire, une IA qui utilise 450 facteurs. Alors, je ne vais pas tous les énumérer, mais manière de saluer, posture, expression du visage, ton, de la voix, etc. Je cite pour standardiser, je rigole, c'est terrible, standardiser les sourires des membres du personnel et de satisfaire au maximum les clients. Mais on peut aller encore plus loin encore. Émotive, une entreprise qui ne propose rien de moins que de mesurer les ondes cérébrales des employés grâce à un petit dispositif que vous mettez sur l'oreille. Et ça permettra donc de comprendre votre niveau de stress, de distraction, afin d'informer, je cite, le manager sur le bien-être, la sécurité et la productivité au travail. Alors ça pourrait faire sourire, mais émotive, c'est associé avec SAP. Donc autant vous dire qu'on a tout ça sur une oreille bientôt. Alors écoutez, en termes de recrutement, alors Microsoft en 2019, alors sur les recruteurs plutôt, ils ont diminué de 30% les personnels RH parce qu'ils ont lié à Watson Maison qui fait le travail. Et en 2023, ils ont annoncé la diminution de 30% des personnels support. Là, je fais reboucler la première question. Alors j'ai trouvé une magnifique étude sur le sujet, sur le recrutement, l'impact de l'IA sur le recrutement, faite par Harvard et Accenture. Ils ont interrogé 8000... Alors, c'est un anglicisme, pardonnez-moi, ou non d'ailleurs, les hidden workers, comprenaient les candidats au profil non conventionnel, vétérans, personnes en situation de handicap, et ils ont aussi interrogé 2250 cadres RH. Alors les résultats de tout ça, qu'est-ce qui leur sort ? Les IA font appel en majorité pour le recrutement à des filtres négatifs pour exclure les candidats plutôt qu'à une logique de filtre positif. Il en découle que 88% des employeurs déclarent que des candidats hautement qualifiés sont écartés par les processus de recrutement automatisés. Les entreprises ont du mal à trouver de la main-d'œuvre, alors que dans le même temps, ces travailleurs-là, hidden workers, sont disponibles et rencontrent des difficultés. On parle de 27 millions de personnes. Sur une population de 334 millions, on voit qu'on n'est plus seulement sur des effets organisationnels, mais des effets à l'échelle sociétaux. Et le tragique, c'est que lorsque les entreprises recrutent ces personnes-là, il y a des études qui montrent que ces entreprises-là sont à 36% moins susceptibles d'être confrontées à des pénuries de talent et que sur tout un tas de critères, ces personnes-là sont plus performantes. Donc là, vous voyez que c'est vraiment c'est totalement stupide. Autre point intéressant, il y a des IA qui font les entretiens d'embauche de manière totalement autonome. Vous avez peut-être entendu parler de HireVue, Retorio, MyInterview. Alors, ça vous pose des questions et la promesse derrière, c'est la quantification de l'employabilité du candidat. Il y a même Google qui propose Google Warm-Up, qui est une IA pour vous entraîner à faire des entretiens d'embauche avec des IA. Ouais, on reboucle la boucle, c'est une catastrophe. Alors, ça devrait peser 1 milliard en 2030, le marché de ces IA qui font les entretiens. C'est 600 millions aujourd'hui. Peut-être, Sundes, vous pouvez compléter avec une autre approche, j'imagine, sur les douanes et comment l'IA est utilisée dans des programmes de mobilité des personnels et est-ce qu'il y a justement un contrôle
humain dans ces processus. Donc moi, je vais avoir une lecture très, très opérationnelle, très terrain du sujet. Vous m'excuserez. La douane s'est intéressée à la valorisation de la donnée à travers des algorithmes un peu poussés, tout simplement parce qu'on était assez pragmatique. C'est dans la grande famille des systèmes IA, il y a un sous-ensemble qui est le traitement naturel du langage et plus particulièrement une méthode qui s'assimile beaucoup au NLP, qui est la méthode des Entity Resolution, qui est aujourd'hui très intéressante pour les douaniers, parce que les douaniers, dans leur quotidien, tous les jours, il faut qu'ils croisent plusieurs millions de lignes de bases de données. Et donc l'Entity Resolution est très intéressante parce qu'elle permet de trouver des liens entre une même entité dans plusieurs bases de données. Tout simplement, ça nous permet aussi d'aller vers... alors désolé, je vais utiliser le mot organisation data-centrique. Pourquoi c'est important pour nous? Parce que tout simplement, pour pouvoir avoir une donnée de qualité au sein d'une organisation, il faut que l'ensemble de l'organisation se sente propriétaire de cette donnée et contribue collectivement à sa mise en qualité. Et le fait de pouvoir lier des bases de données à travers des algorithmes assez avancés, en fait, ça nous fait économiser énormément de temps. Et les analystes sont plutôt très enthousiastes avec ces méthodes-là. Et contrairement à notre appréhension initiale, en fait, ces méthodes ont plutôt créé de l'activité. En fait, on traite plus de dossiers de manière plus précise et de manière plus rapide. C'est vrai que dans certaines grandes orientations, on assimile souvent la transformation numérique à la suppression d'emplois. Donc, j'ai pas une vision macroéconomique du sujet, mais en tout cas d'un point de vue purement opérationnel. Dans un programme de transformation comme celui que je dirige au sein de la douane, ce qu'on remarque d'un point de vue opérationnel au plus près du terrain, c'est qu'on crée davantage d'activités parce qu'on est beaucoup plus précis, parce qu'on travaille de manière plus efficiente et parce qu'aussi on a intégré, encore une fois, le métier dans la construction de l'outil, et donc ils se sont pleinement propriétaires de l'outil et ils ne subissent pas cette solution. Alors on teste d'autres méthodes, on a des sujets autour de la computer vision pour le traitement des images. On commence tout juste, alors on est très très humble par rapport à l'intelligence artificielle générative. Donc on commence tout juste à tester ce type d'algorithme. On utilise Albert sur Nubo pour la sphère SI. Pareil, la sphère SI, on est très tendu d'un point de vue ressources humaines dans la sphère SI. On s'est doté d'une infrastructure qui est assez ambitieuse en interne, et tout ce qu'on peut apporter en termes d'aide et soutien à cette force, à cette population-là, ça va dans le bon sens. On a un enjeu sur l'automatisation de la documentation aussi. On a aussi des codes legacy qui sont assez conséquents, et on estime que cette technologie-là peut apporter vraiment une force de frappe dans la traduction, dans la mise en conformité des logiciels où on a tout simplement perdu la connaissance parce que la personne est partie ou parce qu'on a un turnover dans l'équipe. Voilà le quotidien, auquel on est confronté. Qu'est-ce qu'on met en place en termes de garde-fous? Alors, ce qu'on essaye de se donner comme objectif, c'est que la technologie doit répondre à un enjeu, c'est la simplification des processus métiers et l'amélioration du quotidien de l'agence. Ça, c'est la première commande. Et c'est suivi à haut niveau au sein de la direction générale. Le programme est positionné... pardon, excusez-moi. Donc le programme est positionné au sein d'une équipe qui est directement rattachée au directeur général. Et avant de lancer un projet, on a un comité de qualification avec un go-no-go qui cherche à qualifier vraiment le nombre d'agents qui sont touchés, l'impact sur la simplification du processus métier et la faisabilité tout simplement du projet. On apporte aussi une vision gestion de projet qui est très importante. Quel est le planning du delivery? Quel impact en termes de coûts? Et quel est l'impact sur la conduite du changement? Et comment on peut
prévoir le plus tôt possible le changement de processus, le changement de méthode, l'outillage des équipes, voilà, tout ce qui va dans le quotidien de la préparation du lancement de produit. Alors, excusez-moi. Donc, pour faire tout ça, on a quelques bon, c'est pas forcément des KPI, mais en tout cas des grandes orientations. C'est premièrement un système d'IA qui soit de première génération ou de dernière génération doit être surveillé en temps réel. Donc on a des KPI sur l'utilisation des ressources, on a des KPI sur la latence. Et puis, on s'efforce, dans la mesure du possible, de tracer les logs et d'archiver un maximum de logs. Alors, bien sûr, on est assez rapidement confronté à une question de ressources. Et donc, on revient sur le sujet de la frugalité de la solution. Mais en tout cas, on est convaincu que outiller la capacité de contrôle et mettre l'agent en responsabilité sur l'outil, bah, c'est vraiment une garantie de succès et une garantie de maîtrise du périmètre. Et le dernier point, c'est l'alerting, en fait, l'analyse en temps réel d'un comportement qui serait un comportement inattendu ou inhabituel du système d'IA. Là, c'est vraiment l'objectif de remettre en construction, en reconstruction, un outil qui serait déjà en run lorsqu'on estime ou lorsque l'agent estime que l'outil est déviant ou commet des erreurs. Donc voilà, les 3 points qui permettent à notre échelle, d'un point de vue opérationnel, de mettre en place des systèmes de contrôle de ces outils. Et c'est un chantier colossal. J'imagine. Peut-être, alors on a pris un petit peu de retard, donc je vous demanderai d'être assez bref dans les futures questions et réponses. Quand même, pour finir sur ces questions de GRH, il y a la question des biais potentiellement générés, renforcés par les IA, notamment dans les recrutements ou la gestion des parcours. Peut-être Yann Ferguson, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette question-là et de ce que, voilà, est-ce que ces craintes-là sont totalement justifiées et qu'est-ce que vous observez de ce point de vue ? Les études, notamment celle de Daniel Kahneman, montrent que nous avons de très mauvais jugements pour évaluer les gens. Alors même que nous avons tendance à penser que nous avons un excellent jugement. Ça, c'est un autre biais, c'est le biais de confiance en soi, qui nous amène toujours à penser qu'on fait partie des 10% des meilleurs sur un sujet critique. 10% des chefs d'entreprise, des gens qui créent une entreprise sont persuadés qu'eux, ils n'auront pas de problème. 10% les conducteurs pensent faire partie des 10% des meilleurs conducteurs, les profs des 10% des meilleurs profs, etc. Surtout d'ailleurs quand on est des hommes, hein, pour la conduite notamment. Mais ça, c'est les travaux de Daniel Kahneman qui le montrent. Et chez les recruteurs, oui, il y a toute une littérature qui montre à quel point nous sommes des mauvais recruteurs. Et pourtant, en tant que recruteur, si vous recrutez, et j'ai aussi recruté, on a tendance à penser que c'est vrai, mais pas nous. Voilà. Bon, en tout cas, ceux qui fournissent des solutions à base d'IA pour le recrutement connaissent ces travaux et souvent, dans leur argumentaire de vente, les décrivent en disant, grosso modo, si on prend un certain nombre de statistiques, le jugement humain moyen pour recruter un candidat, c'est aussi efficace que pile ou face. Voilà. On a 50% de bons choix. Voilà. Et donc, la machine serait capable d'être plus juste que l'humain, le juste se déployant en justesse et en justice. C'est-à-dire, on est plus précis. Parce que la machine ciblerait les compétences, là où nous, on serait beaucoup sur la poignée de main, sur le sourire, sur l'école que la personne a fait. Ah, on a fait la même école, de suite, hop, on est un alumni, on n'est plus un recruteur. Eh bien, elle serait plus précise, et puis elle aurait plus de justice aussi, c'est-à-dire elle serait plus équitable, elle n'aurait pas de discrimination. En fait, on se rend compte que les machines sont également biaisées de 2 façons. Ce qu'on appelle les biais explicites, c'est-à-dire que leurs critères de décision sont extrêmement liés aux origines culturelles et sociales et aux visions du monde de ceux qui ont développé cette machine.
et des biais implicites, qui sont liés plutôt au dataset, au jeu de données, qui est souvent d'ailleurs le reflet de nos propres déséquilibres sociaux. Donc ces deux conditions, ces deux types de biais font que si on n'y prend pas garde, et il y a des moyens pour y prendre garde, on va créer une machine qui va industrialiser plutôt les biais humains. Voilà. Donc, comment on y prend garde? Eh bien, en diversifiant les équipes de concepteurs, en s'assurant qu'il y a des hommes, des femmes, qu'il y a différentes cultures, qu'il y a différentes sensibilités, et pas simplement les gens de la tech qui sont des hommes blancs très diplômés et qui ont à peu près une quarantaine d'années. On a un contre-exemple, mais voilà, bon, j'ai pas de problème avec cette catégorie de population. Mais dans les faits, c'est pas une population qui est très représentative. Et puis après, on a une manière d'avoir des jeux de données beaucoup plus équilibrés. On peut créer des données synthétiques, notamment de façon à ce que le système s'entraîne sur des bases de données qui ne sont pas représentatives de nos biais, mais qui sont représentatives de notre éthique. Voilà. Et ça, c'est une façon qu'on peut avoir d'essayer de créer des systèmes qui soient un peu moins discriminants. Quand vous mettez un humain dans la boucle, c'est souvent l'hypothèse qu'on croit suffisante, en fait, ça ne l'est pas. Parce que beaucoup d'études le montrent, j'en citais une ou deux, que le fait d'être assisté par une entité IA, ça produit un effet de déresponsabilisation. Il y a un très bon article dans la revue du MIT de cet été qui montrait qu'il s'intéressait au système de conduite autonome et également le système d'évaluation de récidive dans la justice états-unienne, Compass. D'ailleurs, je crois qu'il y a vu monsieur Ben Bouzid à droite, que je lis et que je cite sur ces questions-là, il connaît très bien le sujet. Et donc là, il y a le chercheur Tita du MIT disait « Les individus ont tendance à perdre leur sens de l'agentivité en présence d'un système intelligent, une perte du sens de la responsabilité. » Donc la solution actuelle de mettre un humain dans la boucle est disqualifiée. Et la question qu'il faut se poser, et là vraiment elle est magnifique, je le cite, comment encourager les humains à accepter qu'ils ont une responsabilité proactive et à l'exercer. Et d'ailleurs, c'est même la Cour de justice européenne qui l'évoque. C'est l'arrêt Schufat de décembre 2023. En gros, qui dit il y a une banque allemande avec un système d'évaluation pour déterminer si un individu a le droit à un crédit ou non. Bien sûr, il y a un humain dans la boucle. Mais à la fin des fins, les humains suivent la machine bêtement et méchamment, enfin, tout le temps. Alors, est-ce que c'est des raisons organisationnelles, des effets de déstabilisation ou autres? Donc, il y a un monsieur qui a attaqué la banque, c'est remonté, parce que lorsque les humains ne font que suivre la machine, ben là, vous déclenchez l'article 22 du RGPD qui dispose que toutes les personnes ont le droit à ne pas faire l'objet d'une décision fondée uniquement sur un traitement automatique. Et là, cet effet-là, on le retrouve. Une étude sur les visas au Royaume-Uni. Des gens qui vous disent, ben oui, mais si je ne respecte pas la machine, ça prend plus de travail. Bon, je prends le cas de l'IA Lavande. Alors, sans divulgacher mon effet de manche, je cite une personne, je vous dis après son état. Je passais 20 secondes sur chaque cible, 0 valeur ajoutée en tant qu'humain, à part pour valider sans discuter. Bon, c'est un militaire de l'armée israélienne, avec une IA avec un taux d'erreur de 10%. C'est-à-dire que ce mécanisme-là, on le retrouve un peu de partout. Cet été, j'étais dans ce beau pays de Chartreuse en train de travailler sur la philosophie de Francis Cabrel, très sérieusement. Et je vois que le MIT sort une étude magnifique sur les 777 risques liés à l'IA. Forcément, ça m'intéresse. Il y en a un, c'est classé en 7 domaines. Il y a l'interaction humain-machine. Il y a 2 sous-domaines, perte d'agence et d'autonomie humaine, et surdépendance et utilisation non sécurisée. Vraiment, j'invite à aller voir ça, c'est hyper intéressant. Une étude a montré que si vous prenez une IA dysfonctionnelle, vous la donnez à des individus dans des tests de laboratoire, si vous leur laissez que 10 secondes, bien les individus seront en désaccord qu'à 50%. Si vous leur laissez 25 secondes, ils seront en désaccord à 67%. Si ensuite vous ajoutez un score de confiance que l'IA a dans son propre évaluation, eh bien, vous voyez, avec des éléments de ce type-là, on peut diminuer les risques. Donc, mon propos, c'est vraiment, il y a des sciences, il y a des études de laboratoire, regardons ce qui se fait pour utiliser de l'IA de la bonne manière, tout simplement. Et comme dans le domaine de l'aéronautique civile, qu'à un crash d'avion, on veut savoir pourquoi. On veut vraiment savoir et on creuse. C'est ce qu'on appelle les organisations de fiabilité, c'était évoqué ce matin. Moi, au départ, j'ai utilisé les organisations de fiabilité, armées, pompiers, etc., qui se posent la question de vraiment... Ils font tout pour pas qu'il y ait de catastrophe. Et là, depuis 4 ans, je travaille sur l'IA et je me dis qu'il y a moins d'attention et c'est bien dommage parce que derrière, des enjeux importants et des catastrophes qui peuvent se répéter, ça pourrait aussi décrédibiliser, l'État, et ça pour moi c'est le plus grave, la légitimité de l'État, et ensuite une perte de confiance des agents, mais également des citoyens envers ces systèmes-là. Merci. Alors, ça nous amène au troisième point de cette table ronde qui concerne l'acculturation. Peut-être, Yann Ferguson, vous pourriez revenir sur cette question-là à travers la question du dialogue social. Quel rôle ça pourrait jouer et comment où on en est aujourd'hui du dialogue social dans le travail sur cette question. Alors, ce n'est pas évident d'acculturer. Il y a une étude de l'IFOP qui montre qu'en France, 61% des actifs français n'ont pas eu de formation à l'IA et ne souhaitent pas en avoir. Voilà.
Donc, voilà, je dis ça aussi pour les responsables d'équipe, les managers. Si vous pensez arriver comme un bienfaiteur parce que vous allez proposer une formation à l'IA, bah, vous ne serez peut-être pas très bien reçu. Voilà. Y en a 10% des actifs français qui disent en avoir eu une, mais que 5% qui disent qu'ils ont eu une formation pertinente dans le cadre de leur travail. Donc, c'est un vrai sujet important. Et par ailleurs, quand c'est bien fait, c'est-à-dire... Ça, c'est une recommandation qu'on avait faite dans le partenariat mondial en 2021. Quand ce n'est pas fait par votre fournisseur ou par votre équipe d'IA, parce que très vite, évidemment, les partenaires sociaux et les travailleurs, ils sentent bien que vous êtes plutôt en train d'évangéliser et non pas en train d'acculturer. Voilà. Donc là, ça, c'est un vrai sujet. Et par ailleurs, ça reste quand même intéressant d'acculturer en asynchrone par rapport au projet d'IA. C'est-à-dire que quand vous avez quand vous êtes formé avec le stress qu'il y a un projet d'IA qui est réalisé, et qu'en plus vous êtes formé par la personne qui est chef de ce projet IA, bah, quelque part, vous n'êtes pas dans un climat de sérénité et d'apaisement. Donc ça, c'est une recommandation notamment qu'on avait faite en 2021, d'acculturer, mais en asynchrone par rapport au projet d'IA, pour pouvoir parler sereinement. Sachant que quand c'est bien fait, enfin, peut-être que là, il y a un biais parce que moi, c'est mon métier, mais globalement, ce que je revois dans les évaluations de ces formations, quand c'est fait vraiment dans le but d'amener de la culture, ce que ça veut dire, acculturer, les gens sont passionnés. Voilà, ça les passionne. Même les personnes qui sont arrivées avec vraiment une position contre l'IA, ils peuvent rester contre l'IA à l'issue de cette formation, mais ils peuvent dire aussi qu'ils ont eu une formation qui les a passionnés parce qu'ils ont mieux compris quelque chose qui est un phénomène de société. Aujourd'hui, ça va bien au-delà de quelques grandes organisations. Hein. Nous sommes parents et nous avons nos enfants qui utilisent l'IA à l'école et des profs qui l'interdisent ou des profs qui veulent plus donner des devoirs. C'est un sujet de société aujourd'hui. C'est pas un devoir, c'est pas un sujet qui est réservé à un club d'élite, d'experts, de grandes organisations, de grandes administrations comme le MEFSIN. C'est un sujet de société. Donc on est tous on est tous en capacité si on comprend un peu mieux ce que c'est. Le dialogue social, aujourd'hui, il existe, il est dans différentes situations. Il y a évidemment le cas le plus emblématique, c'est il y a un sujet IA dans l'entreprise et puis il y a un devoir d'information et puis derrière, on en discute. D'ailleurs, je suis dans ce cadre-là dans un dialogue social au sein du MEFSIN, hein, puisque l'INRIA porte une étude pour le MEFSIN sur l'utilisation de l'IA sur les sujets que j'ai pu évoquer. Donc régulièrement, nous sommes en face de tous les représentants du personnel et qui nous posent des questions, qui nous secouent un peu et c'est extrêmement important. Voilà, n'y a pas de problème avec ça. Je suis aussi dans le Laboria, hein, dans notre COMEX, on a toutes les confédérations. Donc là, on ne parle pas d'un projet IA en particulier, donc c'est plus détendu, mais on fait un peu l'actualité du sujet, à la fois dans sa partie technologique, dans sa partie sociale et dans le dialogue social. Je suis régulièrement invité par les fédérations pour leurs événements, pour l'anniversaire, les 40 ans de CFE-CGC, pour FO-Cadre, etc. Et donc, c'est curieux, c'est que parfois, je suis invité dans ces événements et en même temps, parfois, je les ai en face de moi quand je suis perçu comme plutôt un prestataire et ils n'ont pas du tout la même attitude, mais ça fait partie évidemment de l'histoire du dialogue social. Et ce qui est intéressant, et je terminerai par là, c'est de voir comment le sujet de l'IA générative, notamment grand public, parce que aujourd'hui on discute beaucoup de l'IA quand elle est un projet de l'employeur, ce qui est évidemment quelque chose d'actualité, mais il ne faut pas oublier que l'écrasante majorité des cas d'usage de l'IA au travail, ce sont des initiatives d'employés. Ce sont des employés qui utilisent une IA grand public, non validée par les SI, sur leur lieu de travail. Et ce n'est pas parce qu'on est dans une organisation hyper procédurière, hyper soucieuse de la sécurité, etc., que c'est pas vrai. J'ai été dans un ministère il n'y a pas très longtemps qui m'a dit que dans les 6 premiers mois de la sortie mondiale de ChatGPT, il y avait eu 1 200 000 connexions à ChatGPT sur le lieu de travail. Montpellier, qui l'a interdit médiatiquement à ses salariés, a eu 1000 connexions avec le matériel professionnel sur le lieu de travail à ChatGPT, alors même qu'ils ont répété partout qu'ils l'avaient interdit. Donc, il se passe quelque chose qui relève plus de l'initiative d'employés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir des rapports très différents. Il n'y a pas très longtemps, on s'est vu avec Marius à Grenoble, où il y avait énormément de confédérations. La température était plus côté Marius que mon côté, si je puis dire, même si je ne suis pas dans la promotion de l'IA. Mais cette même personne qui était très virulente en public, on faisait la file d'attente au buffet, et il me dit
par ailleurs, vous me conseillez quel IA génératif pour mes comptes rendus de réunions syndicales, hein, parce que moi, ça me gêne d'écrire, ça me prend du temps et ça m'aiderait d'avoir... Vous voyez, donc en fait, ce rapport, il est plus devenu si polarisé que ça, il est devenu très ambigu, avec d'un côté des craintes et en même temps des utilisations qui sont en train de se développer dans différentes sphères de notre vie professionnelle et de notre vie personnelle. Donc on a dans le dialogue social cette ambiguïté qu'on ressent, hein, progressivement, entre des personnes qui peuvent être utilisatrices, mais ça ne les dérange pas tant que c'est eux qui l'ont décidé, et qui deviennent du coup par contre très inquiètes quand c'est leur employeur qui l'a décidé pour eux. Et je dirais qu'aujourd'hui, hein, la ligne de crête, peut-être dans le dialogue social, elle est moins dans IA contre IA, mais plus je décide d'utiliser l'IA, ou on décide à ma place d'utiliser l'IA, de changer mes process. Ça, c'est une autre ligne de partage qui est en train d'émerger. Peut-être juste pour avoir un exemple, Sondes Karoui, dans votre organisation, comment ça a été accueilli? Est-ce qu'il y a eu des réticences qui se sont exprimées? Et est-ce que vous avez du coup mis en œuvre des programmes de formation ou de sensibilisation à l'IA et à la façon dont elle s'intégrait dans votre organisation? Il y a forcément des réticences, il y a forcément des peurs. Enfin, on évolue aussi dans une sphère personnelle avec chacun ses convictions personnelles. Alors nous, on a pris le parti pris, encore une fois, je reviens au cas d'usage, au sein du programme de formation à la donnée. Donc on a une partie qui est consacrée à tout ce qui est, ce qu'on dispense classiquement dans une organisation autour de la gouvernance de la donnée, autour de l'organisation, tout ce qui est sécurité des systèmes d'information. Donc ça, c'est une première matinée. Et une deuxième partie de la journée est consacrée à la démonstration des cas d'usage qui font appel à l'intelligence artificielle, première, deuxième génération, voilà. Et associer à cette démonstration-là des ateliers pratiques pour utiliser en fait, concrètement ces outils. Donc on ne s'est pas du tout lancé dans l'évangélisation de l'IA. On n'avait pas comme objectif forcément d'acculturer à l'intelligence artificielle, mais de montrer par l'exemple ce que ça veut dire d'utiliser une brique technologique qui fait appel à l'intelligence artificielle, qui est développée et hébergée en douane dans les centres de calcul douaniers. Je tiens à appuyer ce point, c'est très important pour nous. Très clairement, je ne sais pas si je suis dans un cadre privilégié, mais les agents étaient plutôt enthousiastes. Très certainement, chacun a ses réticences, a ses peurs, mais globalement, on a formé l'ensemble des cadres supérieurs, l'ensemble des cadres intermédiaires et les agents. C'était un programme de formation assez ambitieux. Plutôt très bien accueilli. Encore une fois, on était très humble en termes d'objectifs. On n'a pas cherché forcément à vraiment acculturer ni à évangéliser l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais plutôt de démontrer par l'exemple ce que ça veut dire d'utiliser des cas d'usage qui font appel à cette technologie dans le cadre du contexte douanier. Dans les enquêtes dont je vous ai parlé, les travailleurs qui ont été formés pour travailler avec l'IA sont ceux qui sont le plus positifs sur l'impact de l'IA sur leur travail. Au contraire, ceux qui n'ont pas reçu de formation sont moins positifs. Donc la formation est importante. La formation est importante aussi pour les entreprises parce qu'on sait que les entreprises citent le manque de compétences comme une des barrières les plus importantes à l'adoption de l'IA. Donc la formation est importante pour les deux. Et donc pour revenir à ce que j'ai dit au début, les métiers eux-mêmes vont changer, ça c'est clair. C'est pas qu'ils vont disparaître, mais ils vont changer. Et on a fait certaines études à l'OCDE où on a regardé des données de vacature, ça se dit en français, de vacation, c'est ça? Vacation, le mot? Non, d'accord. Et les compétences qui sont demandées par les entreprises. Et une chose qui est intéressante, on a regardé des entreprises qui sont les plus exposées à l'IA, et on a regardé au long du temps ce qui s'est passé avec les compétences que ces entreprises-là demandaient. Alors, je vais lire un peu. On a vu une légère baisse dans ces entreprises en compétences en matière de gestion de projet, de budgétisation, de comptabilité,
d'administration, compétences en finance, ressources humaines, services juridiques, communication, traitement de texte, tableur, donc ce genre de compétences. Et pour vous dire que c'est des compétences de métiers, des métiers de soutien en col blanc, donc des métiers en finance, des métiers en ressources humaines, services juridiques, communication, adjoint administratif, chef de projet. Donc c'est le genre de tâches que l'IA commence à pouvoir faire, et donc on voit aussi parmi ces entreprises que la demande pour ces genres de compétences est en diminution. C'est léger en ce moment, mais ça pourrait s'accélérer à l'avenir. Et juste pour finir, je pense qu'une chose qui est très importante, c'est qu'on investit dans une sensibilisation générale de la population en ce qui concerne l'intelligence artificielle, de comprendre ce que ces technologies peuvent et ne peuvent pas faire, quels sont les risques, et aussi quels sont nos droits en tant que citoyens, nos droits en tant que travailleurs quand on a affaire à ce genre de technologie. Et d'ailleurs, le dernier mot sur ceci, à l'Union européenne, on a créé un bureau un bureau européen de l'IA. Et je sais qu'en ce moment, ils sont en train d'explorer ce que l'Europe peut faire dans ce sens-là en termes de sensibilisation de la population sur l'IA. Merci beaucoup.